Jeudi 11 décembre 2025, quatrième sortie de ce grand journal. Pour cette semaine sur Swag Radio, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Early Tudorelas, pour présenter le grand journal. Passez la commande à Alexa Open Swag Radio, Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio, sur Facebook et sur YouTube. Swag Radio, très bientôt les smartphones et sur TikTok. Pour rester bien informé, c'est P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'infos sur WhatsApp et sur Facebook. Mangez les mets succulents à Brothers Café Créole. Au 299 Main Street Everett, chiffre le 677 294 1425. La cuisine haïtienne sans limite, c'est à Brothers Café Créole. Tout de suite, voici les infos. Les autorités sanitaires haïtiennes ont franchi une étape majeure dans la lutte contre le cancer avec l'installation officielle de la commission de pilotage chargée de conduire le projet de création de l'Institut d'oncologie nationale. Cette nouvelle structure, attendue depuis plusieurs années, vise à doter le pays d'un centre moderne entièrement dédié à la prévention, au diagnostic et au traitement des cancers. La cérémonie d'installation tenue en présence de représentants du ministère de la Santé publique et de la population MSPP, d'experts médicaux et de partenaires internationaux, marque le lancement opérationnel d'un projet stratégique pour le système de santé haïtien. Selon les responsables, la commission aura pour mission de définir la feuille de route institutionnelle, de coordonner les études techniques et financières, de poser les bases de la future gouvernance de l'Institut. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Permettre-moi d'être capable formé environ 6 personnes en Belgique, en France et au Canada. Un physicien nucléaire. On a 2 radio-oncologues qui ont été formés en France. Et on a 2 manipulateurs qui doivent manipuler à distance les appareils de radiothérapie. Pour prendre en charge le cancer, il faut pas mal de choses. Il faut des spécialistes dans le domaine, des chirurgiens oncologues. Moi, je suis gynéco-oncologue. Je fais la chirurgie et des cancers chez la femme. Mais pour les autres cancers, les autres parties, il faut des sous-spécialisations. Je parle des cancers digestifs, des cancers de la sphère ORL, des cancers des os, par exemple. Donc on ne fait que démarrer maintenant, mais il y a toute une panoplie de choses qu'on doit développer après pour qu'on soit complet et offrir des services de qualité à la population entière. Et pour traiter le cancer, il faut non seulement la chirurgie, n'est-ce pas le docteur Prince? Il faut également la radiothérapie, il faut aussi la chimiothérapie, il faut la médecine nucléaire, il faut les imageries, toutes sortes d'imageries, imagerie par résonance magnétique, les radiographies, l'échographie, la mammographie, etc. Parce qu'en matière de cancer, il ne faut pas voir seulement le traitement des gens. Il faut voir surtout la prévention pour empêcher que les gens... Le ministère de la Santé publique identifie 2 sites dans le sud pour construire un centre d'oncologie. Bonne nouvelle pour les patients haïtiens et pour tout le système de santé national. Le ministère de la Santé publique et Dr Sinal Bertrand confirmait avoir déjà identifié 2 sites stratégiques dans le sud du pays vu de la construction d'un centre d'oncologie moderne dédié au diagnostic, au traitement et à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Un pas historique pour la santé en Haïti, dans un contexte où les infrastructures médicales spécialisées restent limitées. Cette annonce marque un véritable tournant. Le futur centre d'oncologie offrira aux patients haïtiens des services jusque-là très difficiles d'accès, souvent nécessitant des déplacements coûteux vers la capitale ou même à l'étranger. C'est un extrait dans ce grand journal. Et normalement, c'est une rare pays dans le monde qui a un centre oncologique. Et nous travaillons sur ça. Nous voyons des cadres au niveau du ministère à Taïwan. Nous voyons des cadres à Cuba. Regardez qui ça a fonctionné. Aujourd'hui, on a prôné ça de souveraineté sanitaire là. Nous identifions 4 terrains dans le Grand Sud pour nous commencer ce centre-là. Avec le processus et administratif avec le ministère des Finances
avec CPTA parce que c'est sous vos patronage et pour nous commencer très prochainement. Normalement, il y a l'aspect technique dans le dossier. Nous avons des médecins oncologues qui sont formés à Cuba, qui sont déjà dans le pays. Nous avons deux là-dedans. Nous avons le docteur Alexis Willem, c'est lui-même qui a dirigé la commission de la santé publique. Monsieur, c'est OBJN, pendant ce temps, ils font spécialité en France en oncologie. Ça veut dire soit la paix là où ils font cas et il y a des gens qui ont un cancer matrice, utérus, et c'est monsieur qui opère. Monsieur a une très bonne connaissance. Je suis à peine arrivé de Taïwan avec monsieur. J'ai visité 2 centres oncologiques parce qu'il y a plusieurs aspects dans ce centre. Il y a l'aspect imagerie qui est très important et puis il y a l'aspect chirurgical là. C'est vrai qu'il y a une chimio, qu'il y a une radio, mais il faut un côté, il faut un pôle opératoire tout pour opérer les cas de cancer. Et puis nous, en tripartite là, qui est encore avec Taïwan et puis Guatemala, c'est pour former des pédiatres en oncologie. Ça veut dire, pendant ce temps, beaucoup monté, mais on a résoudre le volet technique, le volet formation, il est déjà en cours. Et nous avons l'autre médecin encore, nous faisons voyer Cuba pour le faire oncologie chirurgicale. Là. Et commission pas obligée bénéfique population, c'est ça le faire, c'est le résultat. C'est où le centre fonctionner, c'est sa population. On a fait 50 000 et commission, monter unité, monter direction, etc. La population n'a pas tant de bagages à l'amont. C'est où pose première pierre la fête et sous vos patronats. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Une nouvelle scène de tension sociale s'est déroulée le mercredi 10 décembre 2025 devant les locaux de la primature. Plusieurs dizaines de personnes en situation de handicap ont organisé un mouvement de blocage pour exiger le paiement immédiat des mois d'arriérés que la caisse d'assistance sociale casse leurs droits. Selon les protestataires, l'État haïtien leur doit entre 3 mois et 6 mois d'allocation, une aide vitale pour des ménages vivant déjà dans une précarité extrême. Faute de réponse, ils ont décidé d'occuper l'espace public et d'empêcher l'accès aux bâtiments de la primature afin de forcer les autorités à répondre leurs revendications. Quand on extrait dans ce grand journal. Haïti, corruption. Alors que les institutions haïtiennes tentent de se reconstruire au milieu d'une crise multidimensionnelle, l'autorité de contrôle et de modernisation ACM se retrouve au cœur des débats. De plus en plus de voix s'interrogent. Quelle garantie l'ACM peut-elle réellement offrir contre la corruption, l'impunité et les atteintes aux droits humains? Une institution née pour renforcer la transparence, créer
Dans l'objectif de mieux réguler les pratiques administratives et financières, l'ACM avait pour mission de servir de rempart contre les détournements de fonds publics, contre les pratiques opaques dans les marchés de l'État et pour la protection des citoyens face aux abus institutionnels, mais dans un pays où la corruption a longtemps pris la forme d'un système parallèle, les attentes envers l'ACM sont immenses. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Donc aujourd'hui, c'est moi qui essaie de coordonner avec l'équipe, bien sûr, la journée ou bien l'atelier sur la corruption et les abus des droits humains. Donc, à cette journée internationale des droits de l'homme, nous avons le privilège pour réunir ensemble et réfléchir à une question fondamentale pour l'avenir de notre société. C'est quoi la question fondamentale? C'est la protection des droits humains et la lutte contre la corruption à travers le code pénal haïtien. Donc, dans un contexte national marqué par corruption, donc nous les jeunes, nous avons notre mot à dire, nous avons une voix. Et c'est ce que nous allons montrer aujourd'hui à travers cet atelier de recherche et de travail avec les intervenants que nous aurons, qui auront à parler sur le thème des droits humains, sur la corruption, etc. Donc nous allons passer une journée ensemble, entièrement, pour parler, réfléchir, poser des questions, interroger les formateurs, les intervenants, bien sûr, sur le thème qui est le code pénal haïtien, quelle protection contre la corruption et les abus des droits humains. Donc nous assumons et nous estimons que nous les jeunes, comme je viens de le dire, nous avons notre mot à dire sur la protection des droits humains en lien avec le code pénal haïtien et la corruption, les abus, etc. Donc votre présence ici témoigne de votre engagement. L'engagement que vous aussi, vous voulez apporter votre contribution, vous aussi, vous avez votre mot à dire, et vous aussi, vous voulez savoir, vous voulez connaître qu'est-ce qu'on parle quand on parle de code pénal haïtien, quand on parle de droits de l'homme, donc, et quand on parle aussi de la situation actuelle, du contexte actuel. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler d'une famille, d'un mouvement, d'une vision, l'Association des cadres du monde, l'ACM. L'ACM n'est pas qu'une simple association, c'est un espace où l'on apprend, où l'on s'élève, où l'on se transforme. Le lieu où chaque professionnel, chaque passionné du changement vient pour grandir, pour comprendre et pour contribuer. Notre mission est simple mais profonde, informer, former, transformer. Informer pour... Parlons de la mort pour le centre de jeunes écoliers haïtiens de 11 ans, retrouvé noyé, République dominicaine, lors d'une sortie scolaire, relance de vives inquiétudes autour de la protection des enfants haïtiens vivant ou étudiant chez le voisin dominicain. Ce drame qui a provoqué une onde de choc dans les deux pays remet également au centre de débat l'accord historique du 14 août, document binational censé renforcer le mécanisme de collaboration et de sécurité entre Haïti et la République dominicaine. Un drame qui soulève des questions sur les premiers éléments recueillis. L'enfant participait à une activité scolaire lorsqu'il a perdu la vie dans des circonstances encore floues. Les proches des organisations de défense des droits humains ainsi que plusieurs acteurs de la société civile exigent des autorités dominicaines une enquête approfondie et transparente. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Généralement, quelle que soit perte de vie qui gagne, quel que soit mon nom, il est obligé de pleurer. Mais ça, c'est peut-être une goutte d'eau de trop qui fait que ce n'est pas un dossier qui rentre en baroche à le cacher. Moi, estimé, puisque je dehors de Saint-Domingue, le gouvernement haïtien présent, la recherche d'informations qu'il a fait, données qu'il a recueillies, m'estimer qu'il a pris des décisions appropriées. Parce que l'on pas sur le terrain où on drame comme ça, tendance c'est pour prendre, pour courir avec lui, ou même à l'ouest où tu as fait justice. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça fait. En tant que père de famille, en tant qu'oncle, en tant que frère, cousin, moi touché juste dans moi pour moi ouais une citoyenne la caille moi c'est dans le contexte ça de la vie. Par rapport à discipline que moi-même moi gagné, je pas capable juste pour me dire un bagage si me pas tout élément on a même. So moi-même m'a cherché recueillir autant d'informations et m'assurer au moment opportun ouais encore devant caméra là ou après dans micro là pour me venir porter sentiment sur ça qui passé. La méchanceté, la haine viscérale du Dominicain pour l'Haïtien, nous ne saurions le taire. Je ne vais pas faire hypocrisie.
si on a noyé grand monde là, petits amis là, ils gardent froidement cap noyer. Pour ne pas dire que ils étaient voulu noyer même. Donc devant bagaille comme ça, je ne saurais taire la haine viscérale du Dominicain pour l'Haïti. De retour pour la deuxième partie de ce grand journal sur Swag Radio, on air avec du style, Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, le son qui swag, c'est le son de Swag Radio. Brothers Café Créole, de Place to Be pour bien manger, des mets succulents. Les Brothers Café Créole en 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Les infos à la vitesse de la lumière, P-News sur Facebook et sur WhatsApp. P-News pour rester bien informé. P-News, votre le numéro 1 en matière d'information. Selon l'annonce faite la semaine dernière par l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA, les compagnies aériennes doivent prendre des précautions supplémentaires lorsqu'elles volent à proximité ou au-dessus du Venezuela. En raison de l'activité militaire des États-Unis, cette mesure a conduit plusieurs compagnies aériennes internationales à suspendre leurs services, gâchant ainsi les projets de voyage de milliers de personnes. Le reportage est signé FGTN News. Ici, nombreux sont ceux qui passent leur journée à se demander ce qui arrivera par la suite. Le bouleversement le plus tangible concerne les vols. Cela fait suite à l'annonce faite la semaine dernière par l'administration fédérale de l'aviation américaine, la FAA, selon laquelle les compagnies aériennes doivent prendre des précautions supplémentaires lorsqu'elles volent à proximité ou au-dessus du Venezuela en raison de l'activité militaire des États-Unis. Cette mesure a conduit plusieurs compagnies aériennes internationales à suspendre leurs services, gâchant ainsi les projets de voyage de milliers de personnes. Le gouvernement vénézuélien a indiqué qu'il envisageait de fournir lui-même des avions pour rapatrier les personnes bloquées. Il s'est également plaint vivement d'un message publié samedi par Donald Trump sur Truth Social, dans lequel il affirmait que l'espace aérien vénézuélien était fermé. Le gouvernement vénézuélien a qualifié cette déclaration de menace colonialiste incompatible avec le droit international. Par ailleurs, dimanche, la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a lu une lettre au nom du président Nicolás Maduro aux membres de l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, dans laquelle elle assure que les États-Unis mettent en péril la stabilité régionale et internationale. Ce week-end, un spectacle aérien a aussi eu lieu ici au Venezuela, dans la ville de Maracay. À cette occasion, le gouvernement local a pu présenter certains de ses atouts militaires. L'ambiance était à la fois festive et provocatrice. Pour l'instant, il s'agit donc d'attendre de voir si cette impasse se prolongera ou si une escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela surviendra. Ici, non. Nous restons toujours en Amérique latine. Le candidat libéral à la présidentielle au Honduras, Salvador Nasralla, a dénoncé un vol de scrutin en faveur de son rival Nasri Asfoura, adoubé par le président américain Donald Trump. Le récit est signé Antoine Fenot, reporter à France 24. Ils n'étaient qu'une poignée, mais leur exaspération est partagée par l'ensemble des Honduriens. Ces manifestants se sont rassemblés sous l'œil de la police devant le centre de dépouillement électoral. Un lieu au centre de l'attention et des critiques depuis le scrutin présidentiel du 30 novembre dernier. Je suis venu pour défendre la démocratie dans notre pays. Nous savons tous qu'elle est bafouée. Ils se moquent du peuple et ce n'est pas ce qui devrait se passer. La Constitution dit que le peuple est souverain, que c'est lui qui choisit et cela n'est pas respecté. Honnêtement, le peuple hondurien s'est mobilisé pour voter. Mais il ne s'attendait pas à ce que le processus électoral soit perturbé de cette manière. Depuis 11 jours, les incidents techniques se mêlent aux accusations de fraude. La présidente sortante dénonce une falsification des résultats alors que 2 candidats sont au coude à coude. Le conservateur Nasri Asfoura, adoubé par Donald Trump, devance de quelques milliers de voix le candidat de centre-droit Salvador Nasralla. Le Congrès de son côté a dénoncé une manipulation du système de comptage des voix.
Le Congrès national ne validera pas un processus entaché par les pressions internes exercées par des structures criminelles organisées liées au trafic de drogue, telles que les Maras MS-13 ou 18 entre autres. Et encore moins sous les pressions externes et en raison d'une violation directe de la liberté des électeurs. Au total, plus de 2000 procès-verbaux présenteraient des incohérences selon la commission électorale et doivent être examinés. Symbole de tensions grandissantes, l'armée a pris la parole et a promis de garantir la transition démocratique. Des militaires soutiennent de plusieurs coups d'État dans le passé au Honduras. Le dernier remonte à 2009. Parlons de la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine qui va présenter à Washington une nouvelle version du plan de paix. Alors que Donald Trump pousse pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, quitte à favoriser Moscou, Volodymyr Zelensky a présenté ce mercredi 10 décembre une version mise à jour du plan de paix avant une réunion avec la coalition des volontaires. Ce jeudi 11 décembre 2025, le reportage est signé Euronews. L'Ukraine a remis ce mercredi aux États-Unis sa dernière version du plan de paix. Si peu de détails ont fuité sur le contenu de ce plan, cela prouve que Volodymyr Zelensky tente de mettre en avant les intérêts ukrainiens tout en montrant à Donald Trump qu'il est prêt à faire des compromis. Ce plan se divise en 3 parties, un accord de 20 points pour mettre fin au combat, un document sur les garanties de sécurité et un autre sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Les États-Unis, qui s'efforcent de parvenir à un compromis rapide entre Kiev et Moscou, avaient initialement proposé un plan qui prévoyait notamment de céder à la Russie des territoires ukrainiens qu'elle n'a pas conquis. Un scénario qui avait été largement critiqué par l'Ukraine et ses alliés européens. Ces derniers continuent d'ailleurs d'afficher leur soutien à Kiev. Ce jeudi, une nouvelle réunion de la coalition des volontaires réunissant une trentaine de pays est organisée afin de discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays serait prêt à voter dans les 3 mois si ses alliés pouvaient garantir que cela puisse se faire en toute sécurité. Donald Trump appelle depuis longtemps à la tenue d'élections en Ukraine, affirmant que Volodymyr Zelensky a utilisé la guerre comme excuse pour ne pas se présenter devant les électeurs. Un point de vue partagé par Moscou, qui a longtemps utilisé cet argument pour délégitimer le gouvernement de Kiev. Section le Moyen-Orient, dans un contexte régional, sous tension, plusieurs militaires syriens ont récemment parlé d'eux en affichant publiquement leur soutien au peuple de Gaza. Les photos vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent les soldats brandissant les drapeaux palestiniens, inscrivant des messages de solidarité sur leur uniforme, opposant à côté de chars décorés aux couleurs de la Palestine. Un message symbolique dans une région en ébullition. Pour ces militaires, ce geste se veut bien plus qu'une simple prise de position médiatique. Dans un Moyen-Orient marqué par les conflits et les rivalités géopolitiques, la question palestinienne reste un symbole fédérateur. En Syrie, pays encore meurtri par plus d'une décennie de guerre affichée, un soutien à Gaza représente une façon de rappeler une cause considérée comme sacrée par une grande partie de la population. Le reportage est signé I24 News. Que ce soit dans le sud de la Syrie où les hommes d'Al-Shara menacent directement les soldats israéliens, ou lors du défilé de l'armée syrienne pour le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, les militaires syriens, souvent des anciens djihadistes, reprennent des chants antisémites promettant de répéter le massacre commis lâchement par le prophète Al-Kebar au 7e siècle contre une tribu juive installée dans la péninsule arabique. Cet appel au meurtre est régulièrement repris par le Hamas à Gaza. Hier, un média palestinien proche du Hamas a publié un montage vidéo où les mêmes appels antisémites sont repris par l'organisation terroriste et par la nouvelle armée syrienne sous les ordres d'Al-Shara. Les militaires syriens ont repris un autre chant durant le défilé officiel. Celui-là est à la gloire de Gaza et promet des rivières de sang à l'ennemi. Ces vidéos ont été postées hier soir par le ministre de la Diaspora, Mihai Shikli, qui conclut que la guerre avec la Syrie était inévitable. Pourtant, les efforts diplomatiques entre Israël et la Syrie se poursuivent. L'ambassadeur américain aux Nations Unies et son homologue israélien ont récemment évalué la situation sur le front nord et ont traversé la frontière avec la Syrie. Mike Waltz et Danny Danon n'étaient pas loin de Konetra quand un incident sécuritaire s'est produit à quelques centaines de mètres du convoi des ambassadeurs. Des pick-up avec à leur bord des hommes en armes sont passés non loin des soldats israéliens qui ont tiré des coups de semonce pour disperser la foule qui s'amonçait alors que l'armée israélienne procédait à un contrôle d'identité.
L'ambassadeur Walls a rencontré hier le Premier ministre Netanyahou qui aurait manifesté son incompréhension vis-à-vis de la promotion par Washington des intérêts turcs. Ankara est un fervent soutien et allié du régime en place à Damas. Le Premier ministre a également nié les informations selon lesquelles il aurait refusé de signer un accord avec la Syrie en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Le bureau du Premier ministre les a qualifiés de fake news et a précisé qu'il y avait eu des réunions sous l'égide des États-Unis, mais que les discussions n'avaient jamais débouché sur un accord ou une entente avec la Syrie. Que ce soit Direction le Nigeria. Le récit d'un écolier sur le calvaire vécu en captivité. 50 élèves se sont échappés dans les heures qui ont suivi. Et au moins 150 sont toujours détenus, ainsi que les enseignants. Le reportage est signé Africa News. La joie d'une femme après le retour à la maison d'un proche libéré après 2 semaines de captivité. Le jeune garçon fait partie des 100 élèves enlevés dans une école catholique nigériane le 21 novembre et remis en liberté le week-end dernier. Les ravisseurs avaient beaucoup d'enfants à leur charge. Nous étions obligés de consommer l'eau de la rivière que leurs femmes et leurs enfants utilisent pour laver leur linge. C'est cette eau aussi qu'ils donnent à leurs animaux. Mais la joie de la famille est encore mitigée alors qu'un autre enfant est toujours aux mains des ravisseurs. Il figure parmi les 150 écoliers encore en captivité. Il devrait essayer de libérer mon enfant et les autres. Parce qu'il n'y a pas que mon enfant qui est encore dans la brousse. Il y a plus de 100 enfants encore en captivité. Je ne veux pas dire que seul mon enfant doit être libéré. Au moins 303 écoliers et 12 enseignants ont été enlevés lors de l'attaque d'un établissement scolaire. Le retour des rescapés à l'école est déjà à l'ordre du jour. Je crois toujours en l'éducation. Ils retourneront à l'école encore plus souvent. Nous avons toujours l'espoir que notre gouvernement peut essayer de nous aider. Il y travaillera. Depuis l'enlèvement en 2014 par Boko Haram de 260 filles à Chibok, au moins 1799 élèves ont été kidnappés au Nigeria, selon un décompte de la paix. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 11 décembre 2025. On approche à grands pas de la Noël. Le petit Papa Noël, oui, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Température pour ce jeudi 11 décembre, oui. Température maximale environ 30 degrés Fahrenheit, moins 1 degré Celsius. Température minimale autour de la nuit, 19 degrés Fahrenheit, moins 7 degrés Celsius. En général, la température restera froide pour la saison, souvent autour du 20 à 30 degrés de la journée. Conditions générales, c'est probable, ciel nuageux, partiellement nuageux avec des possibilités d'averses légères ou de neige mêlées selon l'heure et les conditions locales. Vent modéré fort possible que ce qui peut faire ressentir la température encore plus basse. Pour ce aujourd'hui, en décembre à Boston, les températures maximales moyennes tournent autour de 40 degrés Fahrenheit, les minimales autour de 30 degrés Fahrenheit, mais les variations plus froides sont fréquentes au début d'hiver pour ce aujourd'hui. Alors, le froid sur Boston, il vous faut un manteau, 5 ans. Le mois de décembre, on approche à grands pas de l'hiver. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Alexa, Open, Swag Radio. Côté Swag Radio, 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous. Tous les jours, Swag Radio. L'énergie, le flow et l'attitude. P-News pour rester bien informé. Les efforts à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Référence en matière d'infos. P-News. La cuisine haïtienne sans limite là-bas. C'est un bon dose café créole au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 214 14 25. Tondeuse café créole des mets succulents. Pour présenter le grand journal, Erlé Tudorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Joyeux jeudi. Allez-vous, c'est pour demain. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire,
se rajeunit le visage. Au revoir, à demain.